À la une de l'actualité de ce jour, Religion, la 7e conférence annuelle de l'association Femmes et Vision, s'est tenue du 7 au 10 juin 2017 à Libreville, au Gabon. Toujours à Libreville, au Gabon, la 2e édition de l'exposition Église et entreprise a eu lieu. En Afrique, le tout nouveau premier ministre du Lesotho a perdu son épouse, tuée par balle à la veille de son investiture. L'Angola se prépare aux élections générales du 23 août 2017. Ces élections vont consacrer le départ du président Eduardo dos Santos après 40 ans de pouvoir. Enfin, à l'international, l'incendie qui a fait 17 morts à Londres a provoqué une immense chaîne de solidarité. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de vous informer sur Béni TV, la chaîne des bénis. Nous ouvrons ce journal par le chapitre Religion. La 7e édition de la conférence annuelle de l'association Femmes et Vision s'est tenue du 7 au 10 juin 2017 à Libreville, au Gabon. Placée sous le thème du repositionnement de l'Église, cette conférence s'est achevée par une journée de prière en faveur du Gabon. L'association Femmes et Vision a tenu la 7e édition de sa conférence annuelle du 7 au 10 juin 2017 par le biais de 4 jours d'enseignement riches avec pour thème le repositionnement de l'Église. Les moments se sont clôturés par une journée de prière dédiée à la nation gabonaise. C'est aux couleurs du drapeau que le peuple a répondu présent afin de crier, supplier et s'humilier devant l'Éternel pour plaider en faveur du Gabon. Restons toujours à Libreville au Gabon pour vivre la 2e édition de Église et entreprise. Une exposition organisée par Louise Ministère va à Capernaum, en abrégé Momivac. Église et entreprise est une exposition qui démontre le savoir-faire chrétien. C'est du côté du charbonnage à Libreville au Gabon que Moussi Ministère va à Capernaum, en abrégé Momivac, dirigé par le révérend Moussi Mayombo Jean Bosco, a organisé la 2e édition de la foire d'exposition de produits divers, dénommée Église Entreprise. Une vision du ministère qui vise à quel objectif? Écoutons le pasteur et initiateur de ce projet du dit ministère. C'est une initiative du ministère qui a compris un point de la vision qui est de promouvoir les dons et les talents au sein de l'Église. Pour cette édition étaient exposés le culinaire, mets locaux et occidentaux, articles de nouvelles technologies, produits de ménage et beauté, arts manuels et bien d'autres. Suivons le président d'organisation qui a tout mis en place pour la réussite de ce programme. L'initiative est venue du leader parce que c'est un visionnaire. Il a pensé que les chrétiens ont des dons et ces dons sont parfois cachés. C'est pour ça que le leader a pensé qu'il faut mettre en exergue tous ces dons-là, pour que ces dons soient connus de tout le monde, de tous les chrétiens, et pourquoi pas les chrétiens du monde. Nous sommes à la 2e édition et vous le remarquez vous-même, c'est un succès. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont là, qui découvrent, qui viennent regarder, admirer, et nous sommes très heureux. Je vous remercie, Béni TV, et je voulais saluer au passage le pasteur Sam. Les tarifs à la portée de tous a permis aux visiteurs de déguster les mets de leur choix. Nous avons recueilli quelques appréciations de cette dégustation. Il a chanté de manger préparé dans son jus, avec du manioc. Ça fait des années, même depuis quand je l'ai mangé. Et dès que j'ai lu dans, on va dire quoi, dans le prospectus qui m'a été donné, j'ai vu le produit. J'ai dit à mon épouse, je dirais exceptionnellement manger le produit. Le piton, délicieux, comment il est dit du poisson salé aux champignons et fin au dongo. C'est tellement bon et ça nous permet de digérer le mieux possible. L'église peut-elle créer et réaliser avec ou sans gros apports? Donc avec 0 francs, on peut démarrer quelque chose. Il faut tout simplement pouvoir mettre la foi en action en fait votre activité. Un tour en Côte d'Ivoire où le prophète Féa Béni de Dieu est arrivé en provenance des États-Unis. Le prophète Féa Béni de Dieu est le fondateur de la maison charismatique de la 2e gloire d'ici et d'ailleurs. Il est à Abidjan pour le programme dénommé « Mon sang est ta mère en Christ ». Ce programme est prévu du 18 juin 2017 au 2 juillet prochain. Reportage.
Mon sang est amer en Christ, programme pour lequel il est arrivé des États-Unis où il est désormais basé pour l'œuvre du Seigneur. Le révérend prophète Féa Béni de Dieu, président fondateur de la maison charismatique de la deuxième gloire d'ici et d'ailleurs, a été accueilli par des pasteurs des communautés chrétiennes en joie. L'homme de Dieu a prononcé des paroles de bénédiction à l'endroit de toutes les générations en Côte d'Ivoire. Que les hommes de Dieu soient des bénédictions pour la nation. Des bénédictions pour la nation. Sois une bénédiction pour la nation. Dieu ouvre des portes pour vous. Et là où personne n'allait dans votre famille, avec des richesses pour vous. Interrogé par des médias présents, c'est tout heureux que l'homme de Dieu a donné les raisons de sa présence en Côte d'Ivoire et ses ambitions pour le pays. Je m'appelle le prophète Féa Béni de Dieu. Je voulais saluer tous les pasteurs du mouvement et tous les pasteurs aussi de la jeune génération que Dieu est en train de formater pour une image nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes des leaders, nous voulons éduquer nos pasteurs, nos jeunes serviteurs de Dieu à aimer leur nation, à investir leur énergie dans leur nation, à être sur de bénédiction pour leur pays. Et nos prières, c'est que cette génération porte très haut le flambeau de la Côte d'Ivoire et que partout nous partons dans les nations, nous voulons voir des églises ivoiriennes, une marque authentique. Nous croyons que Dieu a donné une onction particulière à la Côte d'Ivoire et que cette génération est la génération qui doit prendre cette nation et non seulement rester dans nos églises, mais nous allons prendre le point stratégique de la Côte d'Ivoire pour aller à Jésus. Nous voulons dire désormais que les pasteurs ne viennent pas à l'aéroport et ressortent tels qu'ils sont venus, ils sont partis, que les pasteurs deviennent source de développement, tourisme pour le pays. Avec le programme Mon sang est amer en Christ du 18 juin au 2 juillet 2017, tous les secrets se rapportant au lien de sang seront révélés selon la parole de Dieu avec le prophète béni de Dieu. Ouvrons à présent la page africaine de ce journal en nous rendant en Angola. L'Angola se prépare activement pour ses élections générales qui se tiendront le 23 août 2017. C'est un rendez-vous historique pour ce pays puisque le président José Eduardo dos Santos va rendre le pouvoir après 40 ans de règne. Le 23 août 2017, 9,5 millions d'Angolais seront appelés aux urnes pour élire leur nouveau dirigeant. Au pouvoir depuis 1976, José Eduardo dos Santos, 74 ans, a annoncé qu'il ne se représenterait pas lors de ce scrutin. En février, son parti, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, a désigné l'actuel ministre de la Défense, João Lourenço, pour lui succéder en cas de victoire, jugée très probable selon les analystes. L'année 2017 comporte de grands enjeux pour l'Angola. Effectivement, nous allons élire un nouveau président. Vu que le président de la République actuelle, M. Dos Santos, laisse le pouvoir et son libre choix. Le peuple angolais a le privilège d'élire le nouveau président de la République. Ce n'est pas une mince affaire. On sait effectivement qu'il y aura toujours des contestataires quelque part, mais le travail qui doit être fait, que nous voulons faire, que nous devons faire, c'est amener les élections libres, démocratiques et crédibles. En effet, il s'agit en réalité d'un scrutin législatif à l'issue duquel le chef du parti majoritaire sera désigné président de la République. Le MPLA étant grand favori du scrutin, le nouveau chef du parti, João Lourenço, a toutes ses chances de prendre les rênes du pays en août prochain. Loin derrière, on retrouve l'ancienne rébellion de l'UNITA dirigée par Isaías Samakuva, aujourd'hui première force de l'opposition grâce à une bonne assise dans l'intérieur du pays. Ce dernier a d'ailleurs réclamé un audit du recensement électoral au mois d'avril, dénonçant des doubles inscriptions et l'enregistrement d'étrangers par le parti au pouvoir. C'est le rôle qui a toujours l'opposition, c'est défendre ses intérêts. Moi, je veux bien croire qu'à un moment donné, ils étaient tous dans la Commission nationale électorale. Ils ont siégé, ils ont vu les documents, ils savent. Comment peut-on dire à l'heure actuelle, tout est gagné d'avance, qu'il y aura des infiltrés, qu'il y aura le nombre supérieur au peuple angolais qui est sur place. Attendez, où est-ce qu'on va? Soyons sérieux. Soyons quand même rigoureux dans tout ce qu'on dit. C'est l'apanage normal de l'opposition. C'est qui est normal, c'est leur droit. Le départ de José Eduardo dos Santos devrait être le grand bouleversement des élections de cet été. En effet, les 3/4 des Angolais n'ont jamais connu d'autre président. Pour le reste, peu de surprises sont attendues. L'ex-épouse du tout nouveau Premier ministre du Lesotho a été tuée mercredi soir par balle, plongeant le pays dans la confusion à la veille de l'investiture du tout nouveau Premier ministre.
L'assassinat de l'épouse du Premier ministre nouvellement élu du Lesotho plonge le royaume dans la confusion. Lipolelo Tabane, en instance de divorce depuis des années avec Thomas Tabane, a été abattue mercredi soir alors qu'elle circulait en voiture en compagnie d'une autre femme dans un village situé à environ 35 km de la capitale Maseru. L'autre victime se trouve dans un état critique alors que l'assassin non encore identifié est toujours en fuite. Pour le moment, aucun commentaire n'a été fait sur les motivations de cet assassinat qui intervient à la veille de l'investiture de Thomas Tabane vendredi comme chef d'un gouvernement de coalition. Pour l'instant, aucun report de la cérémonie n'a été communiqué. Le secrétaire du parti de Thomas Tabane assure que le Premier ministre est très choqué par la mort de son épouse, mais reste fort. Justice en RDC, le ministre de la Justice Alexis Mwamba est visé par une plainte en Belgique pour sa responsabilité présumée dans le crash d'un avion civil abattu en 1998. Alexis Mwamba était alors à la tête d'une rébellion. Alexis Tambwe Mwamba, le ministre congolais de la Justice, sur ces images, visé par une plainte en Belgique. Il est poursuivi pour crime contre l'humanité pour sa responsabilité présumée dans le crash d'un avion civil abattu lorsqu'il dirigeait une rébellion en République démocratique du Congo. La plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 16 mai par plusieurs plaignants. En 1998, la RDC est en pleine guerre. L'armée du président Laurent Désiré Kabila affronte les rebelles du RCD soutenus par le Rwanda. Le 10 octobre 1998, un Boeing 727 de la compagnie Congo Airlines est abattu par un tir de missile. À bord, une cinquantaine de personnes. Alexis Tambwe Mwamba, alors responsable politique du RCD, avait revendiqué l'attaque affirmant que l'avion avait à son bord 40 militaires et du matériel de guerre. Une version qui avait été démentie par la compagnie aérienne qui soutenait que l'avion avait des civils à son bord. Cette affaire intervient alors que les relations se sont tendues entre Kinshasa et l'Union européenne, après que l'UE a décidé fin mai d'infliger des sanctions à 8 responsables de l'appareil sécuritaire congolais. L'Afrique du Sud est confrontée à un fort ralentissement économique. Après la récession économique, le pays fait également face à un fort taux de chômage. 27,5%, c'est le taux de chômage enregistré au premier trimestre 2017 par l'Afrique du Sud, ce qui représente 6,2 millions de chômeurs. Un taux jamais atteint depuis 2004. Nouveau coup dur pour ce pays qui avait déjà atteint un taux de chômage record au troisième trimestre 2016, avec quelques 5,9 millions de Sud-Africains à la recherche d'un emploi. La tranche d'âge la plus touchée par cette situation reste les 15-24 ans, dont le salut pourrait venir des centres de formation. Le plus visible, c'est que les jeunes sont désespérés et nous trouvons en réalité nos idées et nos analyses que nos jeunes dans ce pays sont très optimistes. Ils voient donc un avenir très brillant et c'est vraiment très encourageant. Mais quand ils arrivent ici, en raison de cet optimisme, nous devons gérer beaucoup d'attentes. Nous devons leur dire « Nous savons que vous voulez cela, mais il existe des espaces spécifiques et vous devriez commencer. » Les indicateurs économiques sud-africains sont au rouge. L'économie la plus industrialisée du continent africain est entrée en récession au premier trimestre 2017, notamment à cause de la chute des prix des matières premières et une faible demande dans les marchés à l'export. Une situation qui a pénalisé la création d'emplois, notamment dans les domaines de l'agriculture et du commerce. Les emplois pénibles, difficiles et dangereux ne sont pas attrayants. L'agriculture n'est pas attrayante dans la mesure du possible. C'est le seul secteur avec l'exploitation minière qui a bien fonctionné. Ce ne sont pas les secteurs les plus attrayants pour nos jeunes. Ce que nous devrions faire, c'est d'essayer d'encourager nos jeunes à se lancer dans un certain nombre de secteurs et à se faire connaître et à développer leurs intérêts. En 2012, le gouvernement sud-africain s'était engagé à réduire le taux de chômage à 14% en 2020 et 6% en 2030. Une promesse que les autorités sud-africaines pourraient avoir du mal à tenir, notamment après la dégradation de la notation de la dette souveraine du pays en avril 2017, actée suite au climat d'incertitude politique et à la croissance économique morose. L'État d'Edo au Nigeria et sa capitale Benin City survit grâce à l'argent de ses enfants partis en Europe. Ces petites sommes gagnées souvent clandestinement sont un vrai salaire pour les familles qui sont restées au pays. Suivons l'ensemble.
Emmanuel est chef de chantier à Benin City au Nigeria. Aujourd'hui, il inspecte un projet immobilier particulier. Une cliente a investi 30 000 € pour construire cette maison pour sa famille, mais elle n'est pas là, elle vit en Europe. La raison pour laquelle elle a choisi cet endroit, c'est que les terrains ne sont pas chers, les prix ne sont pas si élevés et c'est une zone en développement. Mais sans l'argent envoyé de l'étranger, je ne pense pas que ce serait possible. La monnaie là-bas est plus forte qu'ici. Avec ses 190 millions d'habitants, le Nigeria détient le record du nombre de migrants africains à traverser la Méditerranée. En 2016, ils étaient plus de 37 000, la plupart de Benin City. Dans ce quartier laissé à l'abandon après la fermeture d'une usine de chaussures, la maison de ce couple de retraités est ravagée par les eaux. Ils comptent sur l'argent envoyé par leurs 2 enfants partis en Italie pour se reloger. C'est parce qu'ils sont là-bas que l'on arrive à survivre. Si nous mangeons, c'est grâce à eux. Mon travail, la nourriture, tout dépend de l'argent qu'ils nous envoient. Pauvreté, inflation, chômage, les raisons ne manquent pas pour quitter le Nigeria et tenter sa chance en Europe. En 2015, la diaspora nigériane a transféré 21 milliards de dollars vers le pays. Une manne financière considérable, mais souvent associée à l'émigration clandestine. Nous préférons que nos jeunes soient reconnus à l'étranger pour leurs talents acquis ici au Nigeria et en retirer des dollars ou des livres. Par contre, que nos jeunes se jettent à l'eau en Libye pour aller en Europe, ça, nous n'en voulons pas. Pour endiguer l'exode de milliers de jeunes vers l'Europe, le gouverneur de Benin City a annoncé la création de 200 000 emplois dans les prochaines années. Pour garantir la participation des femmes à l'essor national du Cameroun, des femmes d'affaires ont mis en place un cadre légal d'appui à l'entrepreneuriat féminin. Découvrons ensemble. Réunies au sein de la Cameroun Women Business Leaders Association, les femmes chefs d'entreprise camerounaises prennent à cœur le problème de l'autonomisation de la femme. Et pour briser les préjugés souvent ancrés dans les mœurs, elles entendent soutenir la jeune femme dans la production des richesses. Nous avons créé une société dans notre association, la Cameroun Women Business Leader Industry, parce qu'on se dit qu'on ne peut pas parler de développement sans parler de la production. Et d'autre part, l'encouragement à la jeune femme à créer de l'emploi. Depuis mars 2017, plusieurs activités se sont déroulées à l'endroit des jeunes femmes du secteur informel, notamment des coiffeuses, des couturières et des commerçantes du secteur de la téléphonie mobile. Elles ont reçu des outils nécessaires pour la confection des dossiers d'octroi de crédit bancaire. Nous avons commencé déjà à octroyer des formations aux femmes du secteur informel au secteur formel, leur apprendre comment mieux gérer leurs entreprises, d'une part. D'autre part, nous avons commencé à encourager les femmes à monter leurs dossiers financiers pour leur permettre d'obtenir des crédits dans les banques. Cette vision implémentée par la Cameroun Women Business Leaders Association s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Paul Biya, de faire de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin un axe central de la politique de développement du Cameroun. International à présent, l'incendie qui a fait 17 morts sur un immeuble à Londres a donné lieu à une immense chaîne de solidarité. Toutes les communautés vivant à Londres ont apporté leur soutien aux victimes. Sous la tour calcinée, une lueur d'espoir pour les survivants. L'incendie de Londres provoque un immense élan de solidarité de toutes les communautés. Ils viennent de partout, ces Londoniens, déposer des cartons de vêtements, de l'eau, de la nourriture. Cette nuit, de plus en plus de gens venaient, c'était fantastique. Des Chinois arrivaient avec des plats chinois, on avait déjà eu de l'Indien, après il y a eu les Arabes et puis les Pakistanais, et puis, cerise sur le gâteau, il y a eu toute la communauté afro-antillaise qui vit ici. La communauté juive est arrivée avec 2 voitures, des brosses à dents, du dentifrice, des choses utiles. C'était fantastique.
Beaucoup de gens sont affectés, ajoute Tasnim. C'est très triste, c'est notre ville, non? Quand quelque chose de grave arrive, les gens se serrent les coudes, c'est ce qui se passe maintenant. L'afflux de dons est tel que les autorités locales ont appelé à ne plus apporter d'aide pour l'instant. En ligne, ce jeudi matin, plus de 550 000 € avaient été rassemblés en faveur des victimes. En France, l'ex-premier ministre Manuel Valls, candidat aux législatives, fait face à une forte rivalité de la candidate de la France insoumise, Farida Amrani, essaie cependant de combler son retard sur l'ex-premier ministre. Manuel Valls, dimanche dernier dans son bureau de vote de la mairie d'Évry. C'est l'une des rares fois où l'ancien Premier ministre s'est laissé filmer par la presse pendant cette campagne. Arrivé nettement en tête au premier tour avec 25% des voix, le député sortant a reconduit sa stratégie de disette médiatique. Alors pour entendre parler de lui, c'est auprès des électeurs qu'il faut se rendre. La dernière fois, il avait eu 48% au premier tour. Donc là, c'est décevant, mais c'est lié à toutes les affaires qui ont entouré ces primaires. Je pense que c'est tout ça qui a faussé un peu son image. Hein. Il a un peu trop pactisé avec le capital. Et puis bon, ça arrive dans la vie. Hein. Combien ont été jeunes presque corrects et puis après ont dévié. Je me dis que M. Valls, il a quand même un socle très important à Évry. Donc pour moi, je crois que c'est joué d'avance. Un fatalisme auquel ne veulent pas se résigner les adversaires mélenchonistes de Manuel Valls. Parfois venus en renfort depuis les départements voisins, leurs militants sont chargés de décrypter et critiquer la méthode Valls. En fait, Valls ne veut pas venir dans les marchés à Évry parce qu'il compte sur la démobilisation des gens pour être élu. Plus il y a l'abstention, plus Valls fait un score élevé. Parce qu'il sait très bien qu'il est détesté dans sa circonscription. Arrivé second avec 18% des voix, le tandem formé par Farida Amrani et Ulysse Rabaté a donc choisi d'aller traquer un par un les 60% d'abstentionnistes pour créer la surprise et surfer sur la vague du dégagisme dans une circonscription où Jean-Luc Mélenchon était arrivé en tête à la présidentielle. Tous les jours, on a des gens qui nous ont dit effectivement, on n'avait pas été voté au premier tour, mais là, on y va, comment on peut. Il y en a qui s'inscrivent pour être assesseurs, etc. Donc, ça reprend. La dynamique reprend. Manuel Valls, il est soutenu par tous les maires de droite de la circonscription. Moi, je suis élu d'opposition à Corbeil-Essonnes, une ville un petit peu particulière où le maire est mis en examen. Il soutient Manuel Valls pour cette élection. Donc, les choses sont claires. Manuel Valls, aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec la gauche. Ce qui n'empêche pas l'ancien Premier ministre, également soutenu par l'encombrant sénateur de droite Serge Dassault, de laisser en évidence la rose socialiste sur la vitrine de sa permanence. Un habile brouillage de piste pour celui qui a déjà réussi à éviter la présence d'un candidat En Marche face à lui. Reste à savoir comment l'électeur va réagir face à cette drôle de tambouille électorale. Un accord a été enfin trouvé entre la Grèce et ses créanciers après plusieurs semaines de discussions. Le nouveau plan d'aide permettra ainsi à Athènes de bénéficier de nouveaux prêts. Après des semaines de discussions, la zone euro et le FMI se sont entendus sur le versement d'une nouvelle tranche de prêts à Athènes. Le FMI a finalement donné son accord de principe à sa participation au plan d'aide, mais il ne déboursera pas un centime tant que les Européens n'auront pas formellement accordé à la Grèce un allègement de sa dette qu'ils jugent insoutenable. Personne ne prétend qu'il s'agit de la meilleure solution, estime Christine Lagarde. Je pense que beaucoup d'entre nous pensent que la meilleure solution aurait dû être un accord final sur l'allègement de la dette pour qu'il y ait une clarté absolue. C'est la deuxième meilleure solution. Le ministre français de l'économie, qui déplore une gestion au jour le jour de la dette grecque, a proposé que son remboursement soit lié à la croissance. Ce mécanisme a été accepté par toutes les parties. Cela signifie que s'il y a une meilleure croissance, bien sûr, il y aura une réévaluation du remboursement de la dette grecque. Le ministre grec des Finances, Klit Sakalotos, se dit satisfait et affiche son optimisme pour l'avenir. Étant donné les sacrifices du gouvernement grec, l'acceptation générale de l'ensemble de nos programmes de réforme, les pertes sévères de revenus et de pensions du peuple grec, certaines personnes ont sans doute pensé que nous méritions un peu plus.
Mais cet accord est ce qu'il est. Et le plus important, selon moi, c'est d'avoir de la lumière au bout du tunnel. De plus en plus, l'activité professionnelle est utilisée dans les prisons comme un outil de réinsertion pour les détenus, l'objectif étant d'offrir aux prisonniers des qualifications supplémentaires. À cet étage, les portes des cellules restent ouvertes. Les détenus peuvent circuler librement entre 7h et 18h. C'est le quartier des auxiliaires. Ils travaillent à la buanderie, en cuisine ou à la maintenance et leur emploi en prison leur permet de gagner un peu de liberté. La vision de la prison n'est pas la même que d'être enfermé en permanence et sortir que 2h30 par jour dans la cour. Le travail permet aux détenus de s'occuper et de lutter contre l'ennui pour retrouver une certaine routine vertueuse. Ça joue beaucoup sur le moral, hein. On est beaucoup mieux dans notre peau, on se sent utile, ça n'a rien à voir, hein. On se sent même presque dehors en fait. On est vraiment... on est bien, moralement, on est bien, mentalement on est bien. En travaillant 35 heures par semaine, les auxiliaires touchent entre 300 et 450 € par mois. Ils obtiennent aussi, sous certaines conditions, une remise de peine de 3 mois par an. Ma priorité, c'est pas de me dire je fais ça pour les remises de peine. C'est vraiment la tranquillité, le côté de travailler, de s'occuper toute la journée, de ne pas être en cellule à faire un atelier un jour sur deux ou à être en promenade, à marcher en rond. Voilà. Jean-Marc Ponce, le chef cuisinier, travaille seul avec 3 auxiliaires en cuisine. Avec un zeste d'esprit d'équipe et de respect mutuel, cela fonctionne parfaitement selon lui. Pour ceux qui sont en fin de peine, réapprennent ou apprennent à avoir des attitudes et des compétences professionnelles, genre la ponctualité, l'assiduité, voilà. Donc on leur apprend tout ça. Et puis c'est une relation de confiance qui s'installe comme avec d'autres employés à l'extérieur. Le travail peut donc être un outil de réinsertion, mais les places sont rares. Comme la grande majorité des maisons d'arrêt, celle de Carcassonne est surchargée. 124 détenus pour seulement 64 places. La maison d'arrêt offre des activités, mais pas pour tout le monde, en vue du nombre, etc. On peut pas forcément, tout le monde ne peut pas à l'école, tout le monde ne peut pas faire les formations en même temps en tout cas. Donc c'est vrai qu'il y en a qui vont être un peu plus limités à un sport, à la promenade, dans l'attente de pouvoir intégrer plus tard la formation ou le travail. À la maison d'arrêt de Carcassonne, il y a une offre d'emploi pour 3 détenus. En France, seulement 24% des détenus possèdent une activité professionnelle rémunérée. Sur le continent américain, le président américain Donald Trump n'est pas favorable aux accords de rapprochement avec Cuba, du moins dans leur forme actuelle. Donald Trump prône des ajustements qui pourraient tout changer. Donald Trump le martèle depuis des mois. L'accord de rapprochement avec Cuba ne peut pas rester en l'état sous sa présidence. S'il ne s'agit pas de faire table rase des mesures mises en place depuis fin 2014, comme le rétablissement des relations diplomatiques, le président américain devrait annoncer un certain nombre d'ajustements. Parmi ceux-ci, l'interdiction des transactions avec les entreprises contrôlées par l'armée cubaine, omniprésente dans le secteur du tourisme. Mais pour les professionnels cubains, cette mesure empêchera de nombreuses compagnies américaines de faire des affaires sur l'île. Les militaires détiennent toutes sortes d'entreprises, du transport des bagages dans les aéroports à la fourniture de biens et de services pour les navires de croisière, les autobus, les voitures, à la location, les hôtels, etc. Ils sont présents dans l'ensemble de l'économie. Donc, si vous ne pouvez pas faire d'affaires avec les compagnies militaires, vous ne pouvez pas faire d'affaires à Cuba. Pour l'administration Trump, ce durcissement de la politique est nécessaire au nom de la défense des droits de l'homme. Si nous voulons maintenir le côté bénéfique de cette relation, Cuba doit absolument commencer à s'attaquer aux questions des droits de l'homme. Le président américain devrait également annoncer de nouvelles restrictions sur les voyages vers l'île communiste. Là encore, cette mesure inquiète les Cubains, qui ont vu leurs revenus augmenter grâce aux touristes américains. 85% de nos clients sont américains. Avec leur pouvoir d'achat, ils sont les rois du monde, comme on dit. Alors si Trump décide de réduire le nombre de touristes, ça va entraîner le chaos, car nous vivons de ça. L'année dernière, plus de 600 000 Américains ont visité Cuba, soit une augmentation de 74% en un an.
Au total, le tourisme a rapporté près de 40 millions de dollars aux entrepreneurs privés de l'île. C'est ici que s'achève ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À bientôt.